Le 9 février 1942, le plus beau navire jamais construit brûle dans le port de New York. Pas une bombe, pas une torpille, un chalumeau mal éteint. Et la France coule en direct. 7 ans plus tôt, 200 000 personnes s'étaient massées sur les quais de Saint-Nazaire pour le voir glisser vers la mer. Le Normandie, 313 mètres d'acier, de lac et de cristal, avait traversé l'Atlantique en 4 jours, 3 heures et 2 minutes. Un record absolu, ruban bleu conquis. Le monde entier avait regardé une petite ville au bord de la Loire fabriquer le plus grand paquebot de l'histoire. Puis il avait brûlé, chaviré, disparu. Mais Saint-Nazaire, elle, n'a pas disparu. Bombardée à 85%, occupée, abandonnée par ses propriétaires coréens, menacée par Rome, chaque génération a cru que c'était la fin. Chaque génération s'est trompée. Comment un chantier naval survit-il à 160 ans de catastrophe et construit encore aujourd'hui les plus grands paquebots du monde? C'est l'histoire d'une forge et d'une ville qui n'a jamais appris à mourir. Il faut d'abord comprendre la géographie. La Loire descend du centre de la France sur 1000 km, traverse châteaux et vignobles et vient mourir ici, à Saint-Nazaire, dans l'embouchure la plus large de la côte atlantique. Eau profonde, courant fort, horizon dégagé. C'est un endroit fait pour lancer des navires immenses et pendant des siècles, personne ne s'en est aperçu. En 1860, Saint-Nazaire compte moins de 5000 habitants, des pêcheurs, quelques charpentiers de marine, une église, un marché, rien de plus. Tout change en une seule décision politique. Cette année-là, le gouvernement de Napoléon III impose une condition à la Compagnie Générale Transatlantique, la CGT, propriété des frères Pereire, banquiers proches du pouvoir. Si elle veut décrocher le lucratif contrat de courrier postal entre la France et l'Amérique, elle devra construire ses navires sur le sol français. La CGT n'a pas le choix. Elle cherche un site. Elle trouve Saint-Nazaire et elle fait venir un homme d'Écosse. John Scott est ingénieur, propriétaire du chantier de Greenock sur la Clyde. Un constructeur de navires dans l'âme, pragmatique, méthodique, étranger à tout sentiment. En octobre 1861, il signe le contrat. Il débarque à Saint-Nazaire avec son équipe, 15 spécialistes britanniques, et il se met au travail sur la presqu'île de Penhoe, ce bout de terre entre le fleuve et la mer que la CGT vient d'obtenir en concession. En moins d'1 an, 4 cales sont aménagées. Les premières coques en fer, non plus en bois, prennent forme dans la boue de l'estuaire. Le chantier ouvre avec 600 ouvriers. 1 an plus tard, ils sont 1800. Les habitants de la Brière, ces terres marécageuses à quelques kilomètres à l'intérieur des terres, quittent leurs champs et apprennent à souder le métal. Des paysans deviennent chaudronniers. Des filles de pêcheurs deviennent rifteurs. Saint-Nazaire, elle, passe de 5000 habitants à 18 000 en 10 ans. Une ville est son nez d'une signature. Le 15 juin 1864, le premier navire sort du chantier, l'impératrice Eugénie. 108 mètres de long. Roues à aubes encore. Les hélices sont une nouveauté que les ingénieurs n'ont pas encore entièrement adoptée. Mais la coque est en fer forgé, la cheminée crache une fumée noire et régulière, et la machine tient la mer. Les habitants de Saint-Nazaire se massent sur les quais. Personne n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand sortir de leur ville. Ce ne sera pas la dernière fois. John Scott repart en Écosse après les premières livraisons. Il laisse derrière lui quelque chose qu'il n'avait pas prévu de créer, une identité. Les ouvriers qu'il a formés ne sont plus des paysans de passage. Ils sont de la navale, expression qui, à Saint-Nazaire, n'est pas un métier mais une appartenance. On est de la navale comme on est d'une famille. On y entre jeunes, on y vieillit, on y envoie ses fils. Les décennies suivantes voient défiler les coques comme des saisons. La Champagne en 1885, la Bretagne en 1886, la Touraine en 1890. Chaque navire plus long, plus haut, plus rapide que le précédent. Chaque livraison est un événement. Fanfare sur les quais, discours du maire, bouteilles de champagne brisées sur l'étrave. Et chaque fois, une même question flotte dans l'air du port. Jusqu'où peut-on aller? Car une course s'est engagée sur l'Atlantique Nord. Les Britanniques avec Cunard et White Star. Les Allemands avec Hamburg America. Tous veulent le même trophée, le ruban bleu. Récompense informelle mais universellement convoitée,
attribuée aux navires effectuant la traversée Le Havre-New York dans le temps le plus court. La vitesse est prestige, le prestige est pouvoir. Et Saint-Nazaire, petit chantier au bord d'un fleuve de province, n'a pas encore décroché ce ruban. Pas encore. En 1912, la CGT signe avec l'État une nouvelle convention. Elle s'engage à mettre en service, avant 1932, 3 navires d'un genre nouveau, plus grand, plus rapide, capable de rivaliser avec les monstres britanniques et allemands. Le troisième de ces navires n'a pas encore de nom. Il n'existe que sur le papier. Mais quelque part dans les bureaux d'études de Penhoë, les ingénieurs commencent à comprendre qu'ils vont avoir besoin d'agrandir les cales. Ce qu'ils vont construire changera le monde. En 1928, la situation est claire. La France est en train de perdre l'Atlantique. L'Allemagne vient de lancer le Bremen et l'Europa, 2 colosses capables de traverser l'océan en moins de 5 jours. L'Italie fasciste répond avec le Rex. La Grande-Bretagne met en chantier un monstre de 200 000 tonnes qui s'appellera Queen Mary. La Compagnie Générale Transatlantique, elle, aligne encore ses vieilles coques des années 20. Élégantes, confortables, dépassées. La décision tombe en 1929. Penhoë construira le plus grand navire du monde. Un navire français, le plus rapide, le plus beau, coûte que coûte. Le 26 janvier 1931, les premiers coups de chalumeau résonnent dans le chantier. La coque porte le nom de code T6, rien de plus. Aucun nom sur les plans, aucune fanfare. Juste une commande de 700 millions de francs, signée le 6 avril 1932, et des milliers d'hommes qui commencent à plier l'acier. Mais avant les hommes, il y a un seul homme, et personne à Saint-Nazaire ne veut en parler. Vladimir Yourkevitch est russe. Il a conçu des cuirassés pour la marine du Tsar avant la révolution de 1917, puis il a fui, Turquie, Allemagne, enfin Paris, où il survit comme dessinateur industriel anonyme. Quand il soumet aux ingénieurs français son projet de coque, ils le reçoivent avec une méfiance à peine dissimulée. Qui est cet émigré sans titre, sans laboratoire, sans passé reconnu? Ses idées sont jugées extravagantes. Une proue en bulbe sous la ligne de flottaison, une carène profilée comme aucune autre, conçue pour fendre l'eau plutôt que la repousser. Les tests en bassin sont pourtant formels. La coque de Yourkevitch est plus rapide et plus stable que tout ce que les bureaux d'études de Penhoë ont produit. Elle est adoptée. Son nom, lui, sera minimisé dans tous les communiqués officiels. La Grande Dépression s'abat sur le monde en 1929. Les travaux ralentissent, puis s'arrêtent. La CGT est au bord du gouffre. L'État intervient, prête de l'argent, impose ses conditions. Certains, à Paris, envisagent de transformer la coque inachevée en porte-avions. D'autres suggèrent de vendre les plans à la concurrence. Pendant 2 ans, T6 attend dans sa cale comme un géant endormi, rouillant sous les pluies de Loire-Atlantique. Puis la commande est confirmée. Les chalumeaux se rallument. Le 29 octobre 1932, 200 000 personnes envahissent les quais de Saint-Nazaire. Le président de la République, Albert Lebrun, prononce son discours. Son épouse Marguerite, marraine du navire, brise la bouteille de champagne sur l'étrave. Et la coque glisse lentement vers la Loire dans un vacarme de sirènes et de vivats. Le nom est annoncé ce jour-là, Normandie. Ce n'était pas le premier choix. Le ministre de la Marine marchande avait proposé président Paul Doumer, en hommage au chef de l'État assassiné quelques mois plus tôt. Mais les responsables de la CGT ont refusé. Prononcé à l'anglaise, Doumer ressemble trop à Doomed, maudit. On choisit Normandie, une province française, un nom qui porte la terre. Le mauvais présage était dans le nom qu'on a écarté, ou peut-être dans celui qu'on a gardé. Pendant près de 40 mois, le navire est armé à flot. Équipement, aménagement, systèmes électriques, décoration. 30 artistes et designers français de premier rang transforment l'intérieur en manifeste de l'art déco. La grande salle à manger de première classe, 93 mètres de long, 8 mètres 50 de hauteur, plus longue que la galerie des glaces de Versailles. Sculptures de lumière, panneaux de verre gravés, colonnes de marbre, fontaines, une salle de spectacle, un fumoir en cuir et bronze, une piscine entourée de mosaïques. Ce n'est pas un navire, c'est un palais qui flotte. Le 29 mai 1935, à 18h30, le Normandie appareille du Havre pour sa traversée inaugurale.
À bord, 1261 passagers, 1439 membres d'équipage et Marguerite Lebrun qui a traversé la France pour être là. Dans la matinée du 30, le navire franchit Bishop Rock, le repère officiel de départ pour le ruban bleu. Le lundi 3 juin, il passe le repère d'arrivée d'Ambrose à l'approche de New York. 4 jours, 3 heures, 2 minutes. Vitesse moyenne, 29,14 nœuds. Le record du paquebot italien Rex est pulvérisé. Le ruban bleu est français pour la première fois de l'histoire. Il flotte au grand mât, long de 30 mètres, visible de loin dans le port de New York. À Sainte-Nazaire, les ouvriers de Penhoet entendent la nouvelle à la radio. 10 000 hommes qui ont plié cet acier, soudé ces cloisons, posé ces carrelages de marbre. 10 000 hommes qui n'ont jamais mis les pieds à bord savent que quelque chose d'eux est en train de flotter sur l'Atlantique à 55 km à l'heure. Vladimir Yurkevich, lui, apprend la nouvelle seul dans son appartement parisien. Son nom ne figure dans aucun communiqué officiel. La coque qu'il a conçue vient de battre tous les records de l'histoire maritime. La France le remercie en silence. Le Normandie n'avait que 7 ans devant lui. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France déclare la guerre. Le Normandie effectuait alors sa 101e traversée. On le détourne vers New York, où il s'amarre quai 88. Provisoirement, dit-on. Il n'en repartira jamais. À Saint-Nazaire, la guerre arrive par le nord, en juin 1940. Les troupes allemandes entrent dans une ville qui n'a pas eu le temps de fuir. Le chantier, 10 000 hommes, les cales les plus grandes de France, est immédiatement réquisitionné. Les ouvriers de Penhoet se retrouvent face à un choix qui n'en est pas un. Travailler pour l'occupant ou perdre leur emploi, leur carte de ravitaillement, leur logement. La plupart restent. Ils soudent, ils rivettent, ils construisent, non plus des paquebots, mais des navires de guerre allemands, des sous-marins, des équipements militaires. Dans leurs ateliers, les portraits de De Gaulle circulent pliés dans des poches. Personne n'en parle à voix haute. Les Allemands, eux, ont un projet plus grand encore. Ils font bâtir à quelques centaines de mètres du chantier naval la plus grande base de sous-marins du monde. 14 alvéoles en béton armé, murs de 7 mètres d'épaisseur, toits capables de résister aux bombes les plus lourdes. Les U-boats qui coulent les convois alliés en Atlantique partent de là, de Saint-Nazaire, souvent quelques heures après avoir été réparés par les mêmes mains qui ont construit le Normandie. Le 9 février 1942, à New York, un ouvrier pose un chalumeau trop près d'une pile de gilets de sauvetage en capoque. Le feu prend en quelques secondes. Les systèmes d'extinction automatique ne fonctionnent pas. Les machines sont arrêtées depuis des mois. Les pompiers déversent des milliers de tonnes d'eau sur le navire. L'eau gèle sur les ponts supérieurs. Le Normandie, trop lesté dans les hauts, déséquilibré par la marée, bascule lentement sur son flanc gauche et se couche le long du quai. Vladimir Yurkevich est là sur les rives de l'Hudson ce soir-là. Il a supplié les autorités américaines de le laisser intervenir. Lui seul connaît la structure exacte de cette coque. Lui seul peut calculer comment stabiliser le navire avant qu'il ne chavire. On lui a refusé l'accès. Il regarde, depuis la rive, la cheminée s'enfoncer dans l'eau noire du port. L'homme qui a conçu ce navire n'a pas le droit de le sauver. Le Normandie sera découpé en morceaux de 1943 à 1946 et vendu à la ferraille. À Sainte-Nazaire, la nouvelle arrive par bribes. On n'en parle pas ouvertement. Les Allemands sont là. Mais dans les ateliers, entre 2 coups de marteau, les hommes savent. Le plus grand navire qu'ils aient jamais construit n'existe plus. Et eux sont encore là, à forger du métal pour ceux qui les occupent. Le 27 mars 1942, la Royal Navy décide de frapper. L'opération Chariot, objectif, détruire la forme Joubert, le seul dock de l'Atlantique capable d'accueillir les grands navires de guerre allemands. Un destroyer britannique, le HMS Campbelltown, est lesté d'explosifs à retardement, déguisé en bâtiment allemand, et lancé à pleine vitesse contre les portes du bassin. Il les enfonce. Les commandos débarquent dans la nuit. Les combats durent jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, le Campbelltown explose, et les portes du bassin avec lui. En une nuit, plus de 600 hommes tombent. Britanniques, Français, Allemands. Le dock ne sera plus jamais utilisé par la marine du Reich. Ce que les bombes n'ont pas détruit en une nuit, les raids aériens alliés s'en chargent sur 2 ans. L'objectif est la base des sous-marins,
Ces murs de béton résistent à tout. Ce sont les ateliers du chantier naval qui encaissent. En 1944, 45% des infrastructures industrielles de Pennoët sont détruites. La ville, elle, est rasée à 85%. Saint-Nazaire, libéré en mai 1945, ressemble à un champ de cailloux. Il n'y a presque plus rien. Et pourtant, les ouvriers reviennent. La reconstruction prend 10 ans. 10 ans de béton, de grues, de nuits sans chauffage dans des baraquements provisoires. En 1955, le chantier tourne à plein régime. Les carnets de commandes sont pleins. Pétroliers, cargos, navires mixtes. 10 000 hommes travaillent à Pennoët. La ville a été rebâtie, rue par rue, dans cet urbanisme rectiligne d'après-guerre qui lui donne aujourd'hui encore l'allure d'une ville dessinée à la règle. Mais sous la surface, quelque chose couve. Les ouvriers de Saint-Nazaire font 45 heures par semaine, parfois 6 jours sur 7. Certains travaillent le dimanche matin pour joindre les deux bouts. Leurs salaires sont inférieurs de presque 50% à ceux des métallurgistes parisiens à poste équivalent. Ils le savent, les chiffres circulent entre collègues, griffonnés sur des bouts de papier dans les vestiaires. Et ils savent aussi que la direction le sait. Parmi eux, un jeune homme d'origine rurale qui n'a jamais mis les pieds dans une usine avant d'arriver à Pennoët. Il s'appelle Louis Houry. Il observe tout, la hiérarchie des corps de métier, la tension entre les syndicats, la façon dont les chefs d'atelier regardent les ouvriers comme on regarde des outils. Il prend des notes. Il ne le sait pas encore, mais il écrira un jour tout ce qu'il voit. Son témoignage sera l'un des rares à conserver la mémoire exacte de ce qui va se passer. En février 1955, les soudeurs de Pennoët débrayent les premiers. La revendication est simple. Augmentation des salaires, révision de la convention collective. La direction propose 4,7%. Les syndicats demandent 30%. L'écart est si absurde que les négociations ne durent pas. En quelques semaines, la grève s'étend à toutes les corporations du chantier. Chaudronniers, électriciens, peintres, dessinateurs industriels. 10 000 hommes s'arrêtent. Le mouvement se radicalise à partir du 21 juin. Les bâtiments de la direction sont pris d'assaut. Des ateliers sont occupés. Des incendies sont allumés. Pas pour détruire, mais pour signifier. Les CRS arrivent en renfort. Sur le terre-plein de Pennoët, les affrontements durent des heures. Des boulons volent. Des voitures de police brûlent. Les forces de l'ordre chargent. Les ouvriers tiennent. Louis Houry est là, au milieu, fasciné et effrayé à la fois. Un homme qui bascule, note-t-il, de témoin à acteur sans l'avoir décidé. 7 mois. La grève tient 7 mois. Un record dans l'histoire sociale française de l'après-guerre. Le 16 août 1955, un accord est finalement signé. Augmentation générale des salaires de 22%, revalorisation des primes et des bonis. 5 jours fériés supplémentaires par an. La direction a cédé, pas par générosité, mais parce que les cales sont vides depuis trop longtemps et que les clients commencent à regarder vers les chantiers japonais. Dans les rues de Saint-Nazaire ce soir-là, personne ne crie victoire. Les ouvriers rentrent chez eux, fatigués, les mains encore marquées par les semaines de piquets de grève. Ils ont gagné quelques francs de l'heure. Ils ont surtout gagné quelque chose de plus difficile à nommer. La certitude que le chantier ne peut pas fonctionner sans eux, que leur savoir-faire n'est pas interchangeable, que Saint-Nazaire n'est pas une ville où l'on peut traiter les hommes comme des pièces de rechange. Ce message-là, la direction l'entend et l'oublie plus vite qu'il ne faudrait. 12 ans plus tard, les chalumeaux s'éteindront à nouveau. En 1956, les cales de Pennoët reprennent vie pour un projet d'une ambition sans précédent depuis le Normandie. Le nouveau navire s'appellera France. Il sera construit dans le même bassin que son prédécesseur, comme si Saint-Nazaire voulait convoquer le fantôme du plus beau pour en faire le plus grand. 315 mètres de long, 2000 passagers, 62 mois de travail. Les hommes qui soudent à ces cloisons savent ce qu'ils construisent. Le France est l'héritier direct d'une tradition qui remonte à l'impératrice Eugénie de 1864. Une lignée ininterrompue de paquebots transatlantiques sortis de cette même presqu'île de Pennoët, de ces mêmes cales inclinées vers la Loire. Chaque rivet posé est un geste de continuité. Chaque plaque d'acier boulonnée est une page supplémentaire dans le même livre. Le 11 mai 1960,
Charles de Gaulle se rend à Saint-Nazaire pour la cérémonie de mise à l'eau. Général de la France libre, président de la République. Il est venu voir glisser vers le fleuve ce que la France sait encore faire. Les ouvriers l'acclament depuis les passerelles. La bouteille de champagne éclate sur l'étrave. La foule crie. C'est le dernier grand moment d'insouciance que Saint-Nazaire connaîtra avant longtemps. Car dans les hangars de l'aéroport du Bourget, les techniciens d'Air France finissent de préparer leur premier Boeing 760. L'avion a effectué sa première traversée transatlantique commerciale en octobre 1958. Paris-New York, 8 heures. Contre 5 jours en paquebot. Et le billet d'avion, encore cher, encore réservé aux classes aisées, ne va cesser de baisser. Les directeurs de la CGT listent les mêmes chiffres que tout le monde. Ils savent, mais ils ne peuvent pas arrêter la construction du France. Les contrats sont signés, les ouvriers sont au travail, le prestige national est en jeu. Alors on continue, on livre. Le France entre en service le 3 février 1962, inauguré dans l'Alliesse. Il est le plus long paquebot du monde, record qu'il conservera jusqu'en 2003, et il sera le dernier paquebot transatlantique français. Après lui, plus aucune commande de ce type n'arrivera à Saint-Nazaire. La ligne régulière. Le Havre-New York perd ses passagers, année après année. Les gens prennent l'avion. Ils ont tort de trouver ça plus pratique, mais ils le font quand même. En 1967, la CGT annonce que le France sera maintenu en service grâce à des subventions d'État. Sans elles, le navire est déficitaire. Le paquebot le plus raffiné du monde survit sous perfusion. À Saint-Nazaire, on regarde cette nouvelle comme on regarde un proche malade, avec l'espoir irrationnel que ça va passer. Ça ne passe pas. Le 1er mars 1967, Saint-Nazaire s'arrête à nouveau. Mais cette fois, ce ne sont pas les soudeurs qui débraient. Ce sont les mensuels, techniciens, dessinateurs industriels, agents de maîtrise. Ces hommes n'ont pas l'habitude des piquets de grève. Ils portent des cravates. Ils ont des bureaux. Et pourtant, ce matin-là, 3200 d'entre eux postent leur stylo et descendent dans la rue. La raison est la même qu'en 1955. L'écart de salaire avec Paris, qui atteint 20% pour un poste identique. Mais la méthode était nouvelle. Pour convaincre l'opinion publique, les grévistes dévoilent leurs fiches de paie en public. Ils collent leurs chiffres sur les murs de la ville. Regardez ce que gagne un dessinateur industriel à Saint-Nazaire. Regardez ce que gagne son homologue à Boulogne-Billancourt. Jugez. La direction répond par le lockout. Elle ferme les portes du chantier, y compris pour les ouvriers horaires qui n'étaient pas en grève. En une décision, elle unit involontairement col blanc et col bleu dans le même mouvement. Les manifestations rassemblent plus de 10 000 personnes. 63 jours. La grève tient 63 jours. Du 1er mars au 1er mai 1967. Elle se terminera sur des augmentations de salaire de plus de 7%, un salaire minimum garanti, une révision des classifications de métiers. Les observateurs nationaux y voient un signal. Les analystes politiques notent que cette mobilisation, sa durée, sa radicalité tranquille, la jonction inédite entre ouvriers et cadres, préfigurent quelque chose. Un an plus tard, en mai 1968, la France entière s'arrêtera. Saint-Nazaire, elle, avait déjà répété la scène. Vladimir Yourkevitch, lui, ne verra pas mai 68. Il meurt en 1964 à New York, dans la même ville où son navire a chaviré 22 ans plus tôt, dans la même ville où on lui avait refusé le droit de le sauver. Il meurt sans monument, sans médaille française, sans reconnaissance officielle d'aucune sorte. La coque qu'il a dessinée dans l'obscurité d'un appartement parisien avait traversé l'Atlantique en 4 jours, 3 heures et 2 minutes. Son nom, lui, n'avait traversé aucune frontière. Il faudra attendre des décennies pour que les historiens lui rendent ce que la France lui devait. Pendant que Saint-Nazaire enterre ses morts et négocie ses salaires, le monde change de carburant. La fermeture du canal de Suez en 1967 provoque une explosion de la demande de supertankers. Ces navires-citernes capables de contourner l'Afrique avec 1 million de tonnes de pétrole brut dans leurs flancs. Le chantier se reconvertit à marche forcée. Entre 1965 et 1975, Pennoët est entièrement redessiné. Nouveau bassin, nouvelle grue, nouvelle chaîne d'assemblage.
Le Batius, livré en 1976, est le plus grand navire jamais construit en France. 555 000 tonnes de port en lourd. Une ville flottante. Mais les supertankers ne génèrent pas le même sentiment que les paquebots. Personne ne se masse sur les quais pour voir partir un pétrolier. Il n'y a pas de bouteilles de champagne, pas de fanfare, pas de foule en larmes. Les hommes de Penhoet construisent ces mastodontes avec le même soin, la même précision, le même orgueil professionnel. Mais quelque chose a changé. Le lien entre la ville et ses navires n'est plus le même depuis que le France a quitté la ligne transatlantique. En octobre 1976, le groupe industriel Alstom absorbe les chantiers de l'Atlantique. Pour la première fois en 114 ans d'existence, le chantier perd son indépendance. Il devient Alstom Atlantique, un actif parmi d'autres dans un conglomérat diversifié qui fabrique aussi des turbines et des locomotives. À Saint-Nazaire, on accepte. On n'a pas vraiment le choix. Les commandes de pétroliers ralentissent. La concurrence coréenne s'intensifie. Les effectifs fondent. De 10 000 hommes en 1960, on descend vers 5 000. Les fils ne remplacent plus automatiquement les pères à la navale. La transmission se grippe. Et pourtant, au fond d'un bureau quelconque d'Alstom Atlantique, un directeur commercial nommé Alain Grill rédige un document. Il recense les compétences du chantier. Il liste ce que Penhoet sait faire et que personne d'autre en Europe ne maîtrise. Et il l'envoie à tous les armateurs du monde. La réponse n'arrivera que 9 ans plus tard, depuis Oslo, et elle changera tout. Le 30 juillet 1985, dans un bureau d'Oslo, un contrat est signé entre les chantiers de l'Atlantique et Royal Caribbean Cruise Line. Le navire commandé s'appellera Sovereign of the Sea, 2600 passagers, livraison en 29 mois, là où le France avait nécessité 62. Le défi est insensé. Saint-Nazaire l'accepte. Le 19 décembre 1987, le Sovereign of the Sea quitte les cales de Penhoet. C'est le plus grand navire de croisière du monde. Et c'est le début d'une nouvelle ère, non plus les liners transatlantiques d'une France qui voulait montrer sa grandeur, mais les mégaships d'une industrie américaine qui veut vendre du rêve à prix de masse. Les chantiers s'y adaptent. Ils n'ont pas le choix, et de toute façon, ils y excellent. Dans les années 90, les commandes s'enchaînent. Monarch of the Seas, Majesty of the Seas, puis les classes Century, les classes Millennium pour Celebrity Cruises. Saint-Nazaire redevient la capitale mondiale du paquebot. Mais un paquebot différent, plus démocratique, plus américain, moins français. En 2003, les chantiers livrent le Queen Mary 2 à Cunard. 345 mètres, 148 000 tonnes, le plus grand paquebot transatlantique depuis le France. La boucle semble bouclée. La ville fête la livraison comme elle avait fêté le Normandie, avec des larmes et des sirènes dans la nuit de Loire. Mais les actionnaires, eux, font leurs calculs. Alstom, le groupe industriel qui a absorbé les chantiers en 1976, traverse en 2003 la crise financière la plus grave de son histoire. Dette colossale. Restructuration d'urgence. L'État français injecte des milliards pour éviter la faillite. Dans ce contexte, la division maritime, rentable, certes, mais exigeante en capital et en ingénieurs, devient une distraction. Alstom veut se recentrer sur ses turbines et ses trains à grande vitesse. Les chantiers de l'Atlantique sont à vendre. Le 4 janvier 2006, le groupe norvégien Aker Yard rachète la division maritime d'Alstom. Saint-Nazaire change de main pour la première fois en 144 ans d'existence. Le nom sur les portes change. Les drapeaux changent. Les ouvriers, eux, arrivent le matin avec le même badge, s'assoient devant les mêmes machines, soudent les mêmes cloisons. On leur dit que tout va continuer comme avant. Ils n'en sont pas tout à fait sûrs. Aker Yards est norvégien, au moins européen, au moins maritime dans l'âme. Mais Aker ne reste pas longtemps seul aux commandes. En octobre 2007, un conglomérat sud-coréen entre au capital, STX Corporation. En novembre 2008, STX a pris le contrôle total d'Aker Yard et rebaptise l'ensemble STX Europe. Les chantiers de l'Atlantique deviennent STX France. À Saint-Nazaire, le changement de logo se fait un matin, sans cérémonie. On décroche un panneau, on en accroche un autre. Les caractères coréens apparaissent dans les en-têtes de courrier. Pour les ouvriers qui ont consacré 30 ans de leur vie à cette forge,
quelque chose se fissure. Pas dans le béton des cales, mais dans l'idée qu'il se faisait de ce lieu. La culture de management change. Les délais se resserrent selon des méthodes venues de Séoul. Les réunions s'alourdissent de reporting en anglais envoyés à des cadres qui n'ont jamais vu la loi. La hiérarchie locale, ces directeurs d'atelier qui connaissent que chaque ouvrier par son prénom, qui savent d'instinct quand une soudure est parfaite, perd progressivement son autorité au profit de tableaux de bord standardisés. Saint-Nazaire n'est plus une forge, elle est devenue une filiale. Les navires continuent de sortir. Oasis of the Sea en 2009, 220 000 tonnes, le plus grand paquebot du monde. Allure of the Sea en 2010. Les records s'accumulent, la réputation tient. Mais dans les couloirs de la direction, on commence à percevoir ce que les syndicats nomment entre eux le vertige coréen. La sensation que le chantier n'est plus une fin en soi, mais un instrument au service d'une stratégie lointaine que personne ici ne comprend vraiment. En 2012, STX Corporation commence à montrer des signes de faiblesse. Le groupe sud-coréen, trop diversifié, trop endetté, souffre de la chute du marché mondial de la construction navale. Les chantiers coréens eux-mêmes, Hyundai, Samsung Daewoo, écrasent le marché des navires de charge avec des coûts de main-d'œuvre que l'Europe ne peut pas concurrencer. STX avait cru que posséder Saint-Nazaire lui donnerait une longueur d'avance sur le segment des paquebots de luxe. Mais la gestion d'un chantier français avec une culture ouvrière centenaire, des conventions collectives négociées de haute lutte depuis 1955 et un tissu de sous-traitants locaux qui emploient autant de monde que le chantier lui-même, tout cela coûte plus cher et prend plus de temps que les projections de Séoul ne l'avaient prévu. En 2013, STX cède les chantiers de l'Orient. Première amputation. À Saint-Nazaire, on regarde la nouvelle avec cette anxiété sourde qui précède les mauvaises nouvelles. Quand on sait que quelque chose va arriver, mais qu'on ne sait pas encore quoi exactement, ni quand. Les années suivantes passent dans un brouillard d'incertitude. Les commandes arrivent encore. MSC Crusoe, Royal Caribbean, Costa. Les livraisons se font dans les délais. Les ouvriers travaillent. Mais les bilans de STX Corporation se dégradent trimestre après trimestre. À Séoul, les banques créancières commencent à s'impatienter. Les actifs européens du groupe sont regardés comme des garanties à liquider. En octobre 2016, STX Corporation est officiellement placé en redressement judiciaire par les tribunaux coréens. Les chantiers de l'Atlantique, 7 000 emplois directs et indirects, le seul site français capable de construire de grandes coques militaires, 154 ans d'histoire industrielle, sont mis en vente. La nouvelle tombe un matin ordinaire. Les chalumeaux continuent de brûler dans les cales. Les grues tournent. Sur les écrans des smartphones dans les vestiaires, les ouvriers lisent les dépêches de l'AFP. Certains appellent en leurs femmes. D'autres fixent le sol. Un technicien qui travaille à Penhoet depuis 23 ans dira plus tard qu'il a eu l'impression, ce matin-là, de lire sa propre nécrologie. Le 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Séoul désigne le repreneur exclusif, Fincantieri, groupe de construction navale appartenant à l'État italien. Premier concurrent direct des chantiers de l'Atlantique en Europe. Spécialiste des mêmes marchés, des mêmes types de navires, des mêmes clients. Et depuis 2016, partenaire stratégique de China State Shipbuilding Corporation, le géant de la construction navale de Pékin. À Saint-Nazaire, les syndicats convoquent une assemblée générale extraordinaire. La salle est pleine, les visages sont fermés. Un élu CFDT prend la parole et pose la question que tout le monde a en tête. Si Fincantieri prend le contrôle, que se passe-t-il quand son intérêt devient de déplacer les commandes vers ses chantiers de Trieste ou de Montfalcone? Que se passe-t-il quand son partenaire chinois commence à absorber les savoir-faire de Saint-Nazaire, brevet après brevet? Que reste-t-il alors de 150 ans de métier? Personne dans cette salle n'a la réponse. Mais à Paris, quelqu'un vient d'être élu président de la République. Et il a regardé les mêmes chiffres. Et il a décidé que cette question ne se poserait pas. Ce qu'il va faire ensuite n'a pas de précédent dans l'histoire de la Ve République. Le 31 mai 2017, Emmanuel Macron se rend à Saint-Nazaire pour la première fois en tant que président de la République. Il a 39 ans. Il est en fonction depuis 19 jours. La cérémonie du jour est la livraison du Meraviglia,
Un paquebot de 177 000 tonnes, construit pour MSC Cruise, le plus grand navire jamais sorti des cales de Penhoet à ce moment-là. Les ouvriers sont alignés sur les quais. Les drapeaux claquent dans le vent de l'estuaire. La fanfare joue. C'est une journée de fierté industrielle, le genre de moment que Saint-Nazaire s'est organisé depuis 150 ans. Une ville qui sait regarder partir ses navires. Macron monte à la tribune, il parle du Meraviglia. Il parle de Saint-Nazaire. Il parle des hommes et des femmes qui ont construit ce navire. Puis sa voix change légèrement de registre. Il annonce que l'accord signé par le gouvernement précédent avec Fincantieri, accord qui donnait à l'Italien une participation majoritaire dans STX France, doit être revu. Il veut un partage à 50-50. Pas 48 pour Fincantieri et 33 pour l'État français. 50-50, ni plus ni moins. Dans la foule, les ouvriers s'échangent des regards. Est-ce que le président vient de remettre en cause une vente déjà actée devant un tribunal coréen? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Un discours sur un quai et l'histoire change de direction? Non, ce n'est pas simple, mais c'est le début de quelque chose. À Rome, la réponse est immédiate. Le ministre du Développement économique, Carlo Calenda, qualifie la position française de grave et incompréhensible. Fincantieri a été désigné repreneur exclusif par la justice coréenne. Les termes ont été négociés et acceptés par le gouvernement Hollande. Un accord est un accord. L'Italie n'entend pas renégocier. Paris tient sa position. Les semaines passent. Les discussions entre les deux capitales tournent en rond. Fincantieri exige sa majorité. La France refuse de la concéder. Le délai légal court. Le droit de préemption de l'État expire le 29 juillet 2017. Passé cette date, Fincantieri deviendra automatiquement actionnaire majoritaire de STX France. Les chantiers de Saint-Nazaire, leurs brevets, leur savoir-faire, leur capacité militaire, leur carnet de commandes, passeront sous contrôle étranger. La France a 2 jours pour agir. Le 27 juillet 2017, Bruno Le Maire convoque une conférence de presse au ministère de l'Économie. Il parle avec cette précision mécanique des hommes qui ont préparé leurs mots depuis plusieurs jours. Il ne prononce pas le mot nationalisation. Il l'esquive avec soin, le remplace par une formulation technique. L'État exerce son droit de préemption sur STX France. Mais tout le monde comprend. L'État rachète les parts. L'État prend le contrôle. L'État paie 80 millions d'euros pour acheter du temps. Cette décision a un seul objectif, dit-il. Défendre les intérêts stratégiques de la France en matière de construction navale. À Saint-Nazaire, ce soir-là, les chalumeaux sont encore allumés dans les cales. Le Meraviglia est parti depuis un mois. Un nouveau paquebot prend forme dans le bassin. Blocs d'acier assemblés par section, grue après grue, pont après pont. Les ouvriers du quart du soir apprennent la nouvelle sur leur téléphone. Certains sourient, d'autres haussent les épaules. Trop habitués au retournement de situation pour y croire avant que l'encre soit sèche. Un délégué syndical dira le lendemain: on a entendu ça et on a continué à souder. Parce que le navire, lui, n'attend pas les politiques. À Rome, la fureur est diplomatique, mais réelle. Le gouvernement Gentiloni parle de patriotisme économique exacerbé. Les 2 ministres italiens publient un communiqué commun. Le nationalisme et le protectionnisme ne sont pas un socle acceptable entre 2 grands pays européens. L'ambassadeur de France est convoqué. Les éditorialistes italiens s'indignent. Un chroniqueur romain écrit que la France vient de prouver qu'elle ne croit en l'Europe que quand l'Europe lui est favorable. Macron appelle Gentiloni en personne. Il lui explique, et la formule restera dans les archives de l'Élysée, qu'il n'entend pas empêcher Fincantieri d'investir en France, mais qu'il entend construire quelque chose de différent. Un partenariat, un équilibre, pas une acquisition. Les négociations reprennent. Le compte à rebours continue. Août 2017, STX France est officiellement propriété de l'État français à 100%. Pour la première fois depuis l'époque de Napoléon III, la République possède entièrement le chantier naval de Saint-Nazaire. C'est une anomalie dans l'histoire d'un gouvernement qui a fait de la libéralisation économique son marqueur idéologique. Macron, l'ancien banquier d'affaires, l'homme qui a voulu libérer l'économie française, vient de nationaliser une usine. Ses adversaires politiques savourent sur la contradiction. Ses défenseurs l'expliquent. Il y a des actifs qui ne sont pas des marchandises.
des savoirs qui ne se délocalisent pas sans que quelque chose de fondamental se perde. Saint-Nazaire sait construire des paquebots, mais elle sait aussi, dans les mêmes cales, forger les coques des navires militaires de la République. Un porte-avions, un sous-marin nucléaire de surface, des bâtiments qui ne peuvent pas, par définition, être conçus sous contrôle étranger. Et derrière Fincantieri, derrière l'actionnaire italien respectable et européen, il y a ce partenariat avec la Chine, cette filiale commune avec China State Shipbuilding, cette porte entr'ouverte sur les technologies les plus sensibles de la défense navale française. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est de la géopolitique. Un sondage publié en août montre que 70% des Français approuvent la décision de nationalisation temporaire. Le chiffre surprend les commentateurs. La France libérale qui vote pour protéger une forge. Mais les Français, eux, savent ce que représente Saint-Nazaire. Ils ont grandi avec le Normandie, avec le France, avec le Queen Mary II. Ces navires sont dans la mémoire collective comme des monuments, des cathédrales d'acier qu'on a regardées partir avec la gorge serrée. Les semaines passent. Paris et Rome négocient dans des salles fermées. Le 27 septembre 2017 est la date butoir fixée par les deux gouvernements. Ce jour-là, à Lyon, Emmanuel Macron et Paolo Gentiloni se retrouvent en marge d'un sommet franco-italien. L'accord est annoncé en fin d'après-midi. Fincantieri obtient 50% du capital de STX France, plus 1%, prêté par l'État français pour une durée de 12 ans, avec clause de retour automatique si le groupe italien ne respecte pas ses engagements. L'État français conserve 34,4%. Naval Group entre au capital. Les entreprises sous-traitantes locales et les salariés obtiennent des parts. Fincantieri dirige opérationnellement. Mais la France dispose d'un droit de veto sur le choix du PDG, sur les décisions stratégiques, sur l'emploi. Macron appelle ça un accord gagnant-gagnant. Les syndicats nazériens l'appellent acceptable. Les Italiens l'appellent une concession excessive. Tout le monde signe. Le 18 juillet 2018, la nationalisation prend effet dans toutes ses dimensions juridiques. Les derniers papiers sont signés. Naval Group, les sous-traitants locaux, les salariés entrent formellement au capital. Et ce matin-là, dans les bureaux du chantier, quelqu'un décroche le panneau STX France au-dessus de l'entrée principale. Il le pose contre un mur. Il prend un autre panneau, celui qui attendait dans un couloir depuis plusieurs semaines, et il le fixe à la place. Chantier de l'Atlantique. Le nom vieux de 63 ans, le nom d'avant les Norvégiens, d'avant les Coréens, d'avant toutes les mains étrangères, et de retour sur la porte. Dans les cales, les chalumeaux brûlent. Une grue soulève un bloc de 500 tonnes et le pose avec une précision au centimètre sur la coque d'un paquebot en construction. Un ouvrier lève les yeux une seconde, regarde le panneau puis retourne à son travail. Il y a des choses plus urgentes. Le navire n'attend pas. Aujourd'hui, si vous survolez Saint-Nazaire par temps clair, vous voyez d'abord la Loire, large, grise, indifférente. Puis l'estuaire qui s'ouvre vers l'Atlantique. Puis, au bord de l'eau, quelque chose d'anormal dans le paysage. Une structure si grande qu'elle déforme l'échelle de tout ce qui l'entoure. Un bassin de construction long de 1200 mètres. Une grue portique capable de soulever 1400 tonnes, l'équivalent de 1000 voitures, et de les déposer au centimètre près sur une coque en formation. Des ateliers de préfabrication où des blocs d'acier de la taille d'immeubles sont assemblés avant d'être glissés dans le bassin comme des pièces de puzzle géantes. 108 hectares, 3200 salariés directs, 5000 personnes supplémentaires employées par les sous-traitants qui gravitent autour du chantier. Une ville dans la ville, avec ses propres rues intérieures, ses propres règles de circulation, ses propres horloges qui sonnent les quarts de travail depuis 160 ans. Depuis 2018, les chantiers de l'Atlantique ont livré des navires qui redéfinissent chaque fois ce que le mot grand peut signifier. Des paquebots de plus de 200 000 tonnes pour MSC Cruises, 1087 mètres de long, 6300 passagers. Des navires de la classe Oasis pour Royal Caribbean qui embarquent à leur bord des quartiers entiers, rues commerçantes, jardins tropicaux, patinoires, théâtres de 1000 places. Des unités pour Celebrity Cruise, dont la conception intérieure ferait rougir la plupart des palaces terrestres.
Plus de 120 paquebots sont sortis de ces cales depuis l'impératrice Eugénie de 1864. Chacun était, au moment de sa livraison, le reflet exact de ce que son époque savait rêver. Mais ce que Saint-Nazaire a vraiment construit en 160 ans, ce n'est pas une liste de navires, c'est une communauté. Louis Houry avait 20 ans quand il est arrivé à Penhoët, paysan du centre devenu rifteur par nécessité. Il a vu la grève de 1955 de l'intérieur, les piquets dans le froid de février, les affrontements avec les CRS, la lente construction d'une solidarité entre des hommes qui se méfiaient les uns des autres parce qu'ils venaient de régions différentes et parlaient des patois différents. Il a tout écrit dans les prolos, ce témoignage brut sans fioriture, qui reste l'un des rares documents permettant de sentir physiquement ce que c'était d'être ouvrier à Penhoët dans les années 50. La sueur, la fatigue, la fierté mêlée de colère, le sentiment, toujours présent, d'être indispensable et méprisé à la fois. Houry n'a pas combattu pour une idéologie. Il a combattu pour quelque chose de plus simple et de plus difficile à nommer, le droit à la dignité dans un travail exigeant. Cette bataille-là, engagée en 1955, continuée en 1967, reprise à chaque génération sous des formes différentes, est précisément ce qui a rendu le chantier indestructible. Pas les machines, pas les grues, pas les bassins de construction. Les hommes qui ont refusé, décennie après décennie, de laisser leur savoir-faire être traité comme une marchandise. Il y a dans les ateliers de Penhoët, aujourd'hui, des techniciens qui ont traversé la période STX sans quitter leur poste, qui ont vu arriver les managers coréens avec leurs tableurs et leurs délais impossibles, qui ont appris à remplir des reportings en anglais tout en continuant à souder en français, qui ont regardé le panneau STX s'accrocher au-dessus de la porte d'entrée avec une résignation tranquille, et qui ont accueilli le retour du nom chantier de l'Atlantique en 2018 avec ce même calme, cette même économie d'émotion que les gens des estuaires réservent aux choses importantes. L'un d'eux dira, lors d'un entretien accordé à un journaliste local peu après la renationalisation, on n'a jamais arrêté de travailler pendant tout ce temps. Les noms changent. Les propriétaires changent. Les navires, eux, continuent de sortir. Cette phrase contient toute la philosophie de Saint-Nazaire. Vladimir Yurkevitch est mort seul à New York en 1964, sans monument et sans médaille. Mais sa coque, cette proue en bulbe, cette carène profilée que les ingénieurs français avaient d'abord refusée, continue d'influencer la construction navale mondiale. Chaque paquebot moderne qui fend l'Atlantique avec cette inclinaison particulière à la proue lui doit quelque chose. L'histoire lui a rendu, avec retard, ce que la bureaucratie lui avait refusé. Son nom figure aujourd'hui dans tous les manuels d'architecture navale. Il est enseigné aux étudiants de l'École nationale supérieure de techniques avancées. Il a fallu 60 ans. Mais il y figure. Saint-Nazaire, elle, lui a érigé quelque chose de plus concret qu'une plaque. Elle a continué à construire des navires avec l'obstination tranquille qui était la sienne. La meilleure façon d'honorer un architecte naval est peut-être de ne jamais cesser de mettre des coques à l'eau. Le chantier naval emploie aujourd'hui des ingénieurs qui ont grandi en regardant les livraisons depuis le pont de l'écluse Saint-Nazaire avec leurs parents. Des soudeurs dont les grands-pères ont participé à la grève de 1955. Des designers qui ont étudié le Normandie comme d'autres étudient les cathédrales gothiques. Comme un objet de civilisation autant que de technique. Cette transmission n'est pas sentimentale. Elle est fonctionnelle. Elle est ce qui explique pourquoi, lorsque les chantiers coréens ont voulu reproduire le savoir-faire de Saint-Nazaire, ils n'ont pas pu. On ne copie pas 160 ans de mémoire industrielle. On ne débauche pas une ville. Le Normandie brûlé, le France retraité, les pétroliers géants désarmés, les propriétaires étrangers chassés, Saint-Nazaire a tout traversé et se tient encore au bord de la Loire, les cales pleines, les grues en mouvement, les chalumeaux allumés. Mais la vraie question, celle que personne dans cette ville ne se pose à voix haute, parce qu'on ne pose pas ce genre de questions quand on a du travail, la vraie question est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Et qu'est-ce qu'on risque d'oublier? En mars 2024, une petite équipe de l'agence L'Atelier de Nantes finalise un site internet pour une technologie que personne n'a encore vu naviguer à grande échelle. Elle s'appelle Solid Sail. C'est une voile,
mais pas celle que les marins du 19e siècle auraient reconnue. Une voile rigide, articulée, de 1500 mètres carrés, capable de s'incliner automatiquement selon la direction du vent, de se replier en quelques secondes si la tempête menace, et de propulser un navire de charge ou de croisière à une vitesse significative sans brûler une goutte de carburant fossile. Elle est conçue à Saint-Nazaire. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette image, la ville qui a construit les plus grands navires à vapeur du monde, qui a forgé les turbines électriques du Normandie, qui a soudé les coques des supertankers de la décennie 70, qui revient aujourd'hui à la voile. Pas par nostalgie, par nécessité, et avec 160 ans de métallurgie derrière elle pour faire la différence entre une voile de plaisance et une voile d'ingénieur. C'est le premier enseignement de Sainte-Nazaire. Une forge ne survit pas parce qu'elle fabrique toujours la même chose. Elle survit parce qu'elle sait transformer ce qu'elle sait faire en réponse à ce que le monde demande. Quand le paquebot transatlantique est mort dans les années 60, Penaway a construit des pétroliers. Quand le marché du pétrole s'est effondré, elle a construit des paquebots de croisière. Quand la croisière est devenue le marché le plus compétitif du monde, elle a construit les plus grands, les plus complexes, les plus innovants. Et maintenant que le monde exige des navires qui ne détruisent pas les océans qu'ils traversent, Saint-Nazaire fabrique des voiles rigides et des sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore. Le même acier, les mêmes mains, une réponse différente à chaque génération. Ce que les chantiers coréens n'ont jamais compris, ce que STX Corporation a payé très cher de ne pas avoir compris, c'est qu'un chantier naval n'est pas une usine comme les autres. On ne le gère pas avec des tableurs. On ne le rachète pas pour en extraire les brevets et délocaliser le reste. La valeur de Saint-Nazaire n'est pas dans ses grues. Elle est dans la tête de l'ingénieur qui sait, en regardant une coque, que telle soudure va céder sous telle contrainte. Elle est dans la main du chaudronnier qui sent, sans instrument, qu'une tôle est à 2 millimètres de sa tolérance. Elle est dans la conversation entre un chef d'atelier et son apprenti, transmise sur 30 ans, qui ne s'écrit dans aucun manuel et ne s'achète dans aucun data room. C'est le deuxième enseignement. Le savoir-faire industriel n'est pas un actif. C'est un organisme vivant. Il se nourrit de continuité, de transmission, de temps. Et comme tout organisme vivant, il peut mourir, non pas d'un coup, mais par épuisement lent quand on coupe les fils qui relient les générations. La grève de 1955, ces 7 mois où Louis Souris et 10 000 hommes ont tenu les quais de Penhoet contre les CRS et la direction, n'était pas seulement une bataille salariale. C'était la première affirmation collective d'un principe que Saint-Nazaire n'a jamais abandonné depuis. Nous ne sommes pas interchangeables. Un rifter de Penhoet n'est pas un rifter de Yokohama ou de Busan. Il porte en lui une mémoire spécifique, une culture spécifique, une fierté spécifique. Cette fierté a un coût, elle en vaut un autre. Et ce coût, ces salaires négociés de haute lutte, ces conventions collectives, ces droits acquis décennie après décennie, c'est précisément ce qui a obligé le chantier à ne jamais s'endormir sur ses acquis. Si construire un navire à Sainte-Nazaire coûte plus cher qu'à Séoul, alors les navires de Sainte-Nazaire doivent être plus complexes, plus innovants, plus impossibles à reproduire ailleurs. La contrainte sociale a été le moteur de l'excellence technique. Les deux ne se sont jamais contredits. Ils se sont nourris l'un de l'autre. C'est le troisième enseignement, et peut-être le plus difficile à entendre pour ceux qui gouvernent. Un outil industriel stratégique ne peut pas être géré comme un portefeuille d'investissement. Il y a des choses que le marché seul ne peut pas protéger. Et la preuve en est que lorsque le marché a failli céder Saint-Nazaire à ses concurrents, c'est la République qui s'est portée garante, au prix de 80 millions d'euros et d'une crise diplomatique avec Rome. Le Normandie n'est plus. Ces derniers fragments d'acier ont été fondus et revendus il y a 80 ans. Mais quelque chose de lui est encore là, dans l'angle de la proue de chaque paquebot moderne qui doit quelque chose à Yurkevich, dans l'obstination tranquille d'une ville qui a choisi, à chaque catastrophe, de ramasser ses outils et de continuer. Saint-Nazaire n'a jamais appris à mourir. Elle a appris quelque chose de plus difficile, à recommencer. Pas en effaçant ce qui précède, mais en le portant comme on porte un outil qu'on a hérité, qu'on a réparé, qu'on a affiné et qu'on remettra un jour dans des mains plus jeunes avec cette seule instruction.
Faisant quelque chose de meilleur. Dans les cales de Penhoet, en ce moment, un paquebot prend forme, bloc après bloc, soudure après soudure. Une grue de 1400 tonnes soulève une section entière et la pose sur la coque avec la précision d'un horloger. Dans 29 mois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ce navire glissera vers la Loire. Les sirènes sonneront. La ville s'arrêtera 1 heure pour regarder, et puis les chalumeaux se rallumeront. Parce qu'il y a toujours un prochain navire, et parce que la mer, elle, n'attend pas.